Le 16 décembre 1944, les forces allemandes fracassèrent les lignes américaines dans la forêt ardennaise. En 48 heures, des divisions entières furent encerclées ou mises en déroute. Près de 90 000 pertes américaines allèrent suivre. La bataille la plus grande et la plus sanglante que l'armée américaine ait menée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais 3 semaines plus tôt, un général américain se tenait au bord du Rhin. Les bunkers allemands sur la rive opposée étaient inoccupés. La voie vers l'Allemagne était grande ouverte. Il supplia Eisenhower de l'autoriser à traverser. On lui répondit non. Son nom était Jacob Devers. Et l'ordre qu'il arrêta a peut-être rendu la bataille des Ardennes inévitable. Jacob Devers ne faisait pas partie du club. Il n'avait pas grandi avec Eisenhower et Bradley lors des réunions d'anciens élèves de West Point. Il n'était pas invité à leurs parties de poker ni à leurs séances de stratégie. Mais George Marshall l'avait remarqué. En 1941, lorsque Marshall construisait l'armée qui gagnerait la guerre, il sélectionna personnellement 4 généraux pour une promotion rapide. Devers était l'un d'eux. Il devint l'un des plus jeunes majors généraux de toute l'armée des États-Unis. Marshall voyait en Devers quelque chose que les autres manquaient. Un homme qui obtenait des résultats sans avoir besoin d'être le centre de l'attention. Devers développa le char Sherman. Il supervisa la création du M26 Pershing. Il imposa le véhicule amphibie DUKW qui allait s'avérer essentiel le jour J. Pendant que d'autres généraux faisèrent des discours, Devers construisait les machines qui gagneraient la guerre. En mai 1943, la confiance de Marshall fut récompensée. Devers remplaça Eisenhower en tant que commandant du théâtre d'opérations européen lorsque Eisenhower partit pour l'Afrique du Nord. L'homme qui avait remplacé Eisenhower était désormais techniquement son égal, et Eisenhower ne l'oublia jamais. Le 15 août 1944. Alors que le monde se concentrait sur la Normandie, Jacob Devers lança l'invasion que tout le monde oublia. L'opération Dragoon frappa les plages du sud de la France avec 150 000 hommes. Devers commandait l'opération entière, 12 divisions américaines et la première armée française sous son 6e groupe d'armée. Les Allemands s'attendaient à des semaines de combats sanglants sur la côte d'Azur. Ils eurent droit à toute autre chose. Devers les écrasa. Ses forces avancèrent vers l'intérieur avec une rapidité stupéfiante. Marseille tomba le 28 août. La 19e armée allemande se désintégra en se retirant vers le nord à travers la vallée du Rhône. À la mi-septembre, Devers avait libéré plus de territoire français que Bradley ou Montgomery. Ses pertes étaient une fraction de ce que la Normandie avait coûté. Sa situation logistique était meilleure car il avait capturé des ports intacts. Le 6e groupe d'armée était la force alliée la plus victorieuse en France, et presque personne chez lui n'en avait entendu parler. En novembre 1944, l'avance alliée s'était enlisée presque partout. Au nord, Montgomery était embourbé. Les forces de Bradley saignaient dans la forêt de Hurtgen, subissant 33 000 pertes pour des gains mesurés en mètres. La stratégie du front large s'enlisait. Mais au sud, Devers continuait de gagner. Ses forces capturèrent de Strasbourg le 23 novembre, libérant la capitale symbolique de l'Alsace. Des soldats français pleurèrent en hissant le drapeau tricolore sur une ville qui était allemande depuis 1940. Plus important encore, les éléments de tête de Devers avaient atteint le Rhin lui-même. Des patrouilles américaines traversèrent du côté allemand et découvrirent quelque chose d'étonnant. Les bunkers de la ligne Siegfried étaient vides. Les fortifications que les services de renseignement disaient devoir coûter des milliers de vies à percer étaient inoccupées. Les Allemands avaient retiré leurs troupes vers le nord pour faire face à Bradley et Montgomery. La porte de l'Allemagne était grande ouverte. Tout ce dont Devers avait besoin, c'était la permission d'y entrer. Devers comprit ce qu'il voyait. Si ses forces traversaient le Rhin maintenant, fin novembre, elles seraient à l'intérieur de l'Allemagne avant Noël. Elle pourrait pivoter vers le nord et prendre la ligne Siegfried à revers. Elle pourrait couper les forces allemandes faisant face à Bradley et Patton. La guerre pourrait se terminer en quelques semaines. Ces officiers de renseignement confirmèrent ce que les patrouilles avaient trouvé. La résistance allemande dans son secteur s'était effondrée. La 19e armée était brisée. Les renforts étaient envoyés vers le nord, pas vers le sud. Devers envoya des messages urgents au quartier général d'Eisenhower. Il avait les hommes,
Il avait les approvisionnements, il avait l'élan, il avait une voie dégagée vers le territoire ennemi. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un mot. Go. Il attendit près de la radio. Les heures passèrent. Les Allemands se retiraient. La porte était ouverte et Devers était paralysé par le silence. Finalement, la réponse vint. Pas un feu vert, mais une invitation à une réunion. 24 novembre 1944, l'hôtel Héritage à Vittel, en France. Eisenhower ne vint pas seul. Il amena Omar Bradley et il amena George Patton. Devers entra dans cette pièce face aux 3 hommes les plus puissants du théâtre. 3 hommes de West Point, 3 membres du cercle intime. Devers était l'intrus. La réunion commença professionnellement, mais l'air était chargé de scepticisme. Devers exposa sa situation. Ses forces étaient au Rhin. Les défenses allemandes étaient inoccupées. Des patrouilles avaient confirmé une résistance minime sur la rive opposée. Il supplia de traverser. Mais il ne se battait pas contre une carte. Il se battait contre un état d'esprit. Bradley parla le premier. Les défenses du Rhin étaient trop formidables. Les renseignements indiquaient de fortes positions allemandes. Une tentative de traversée serait prématurée et dangereuse. Devers contre-attaqua. Ses patrouilles avaient trouvé ses positions vides. Il avait des observateurs sur le terrain. Les renseignements avaient tort. L'argument devint houleux. Il dura jusqu'aux premières heures du matin. Eisenhower prit sa décision. Pas de traversée du Rhin. Devers arrêterait tous les préparatifs pour les opérations de franchissement. Au lieu de cela, le 6e groupe d'armée pivoterait vers le nord pour soutenir l'offensive de Patton dans le bassin de la Sarre. Devers était stupéfait. Il avait l'opportunité de la guerre devant lui, et on lui ordonnait de l'ignorer. Il argumenta que renforcer le succès était une doctrine militaire de base. Son front gagnait, le front de Bradley saignait. Pourquoi retirer des ressources de ce qui fonctionnait pour soutenir ce qui ne fonctionnait pas? La réponse d'Eisenhower était sans appel. La stratégie du front large exigeait des avancées coordonnées. Devers était trop en avance. Il attendrait que les autres armées le rattrapent. Devers sortit de l'hôtel Héritage dans la nuit froide de novembre. Il savait que quelque chose s'était brisé dans cette pièce. Pas seulement son offensive, mais l'illusion que cette guerre était menée sur le seul mérite. Il leur avait offert la victoire sur un plateau et il lui avait remis un ordre d'arrêt. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal des mots qui révélaient son isolement. Il avait le sentiment de ne pas appartenir à la même équipe. Devers avait raison. Il n'appartenait pas à la même équipe. Eisenhower et Bradley avaient été camarades de promotion à West Point, promotion 1915. Ils avaient à passer des décennies à construire des relations, à partager des commandements, à protéger les carrières des uns et des autres. Patton, promotion 1909, faisait partie de leur cercle depuis l'entre-deux-guerres. Ils se faisaient confiance. Ils couvraient les erreurs des uns et des autres. Ils s'assuraient mutuellement d'obtenir crédit et ressources. Devers était de la promotion 1909, comme Patton, mais il n'avait jamais fait partie du réseau. Il avait construit sa carrière sur la compétence, pas sur les relations. Marshall l'avait promu. Le club de West Point ne l'avait pas fait. Des années plus tard, des officiers ayant servi sous Eisenhower admettaient ce que tout le monde savait à l'époque. Eisenhower n'aimait pas Devers. Il l'aurait limogé s'il avait pu. Seule la protection de Marshall maintint Devers à son poste. L'ordre tomba. Devers réduirait la poche de Colmar au lieu de traverser le Rhin. La poche de Colmar était un saillant allemand à l'ouest du Rhin en Alsace. L'éliminer redresserait la ligne alliée. C'était un objectif secondaire sensé, mais ce n'était pas le Rhin. Devers détourna ses forces du cœur sans défense de l'Allemagne. Il commença des opérations méthodiques contre des positions allemandes retranchées dans un terrain favorable aux défenseurs. L'élan mourut dans les champs gelés d'Alsace. Ces soldats, qui avaient couru vers la victoire, recevaient maintenant l'ordre de saigner pour un terrain sans importance. Ils échangèrent une course pour la gloire contre une guerre d'usure. Et à 200 kilomètres au nord, les commandants allemands remarquèrent quelque chose d'important. La pression sur leur flanc sud avait cessé. Les services de renseignement allemands suivaient les mouvements alliés de manière obsessionnelle. Ils avaient observé l'avance de Devers avec une inquiétude croissante. Si les Américains traversèrent le Rhin au sud, tout le front ouest s'effondrerait. Des renforts devraient être retirés d'autres secteurs pour stopper la percée. Puis les Américains s'arrêtèrent.
Les traversées du Rhin ne vinrent jamais. Devers pivota vers le nord en direction de la poche de Colmar. Les commandants allemands respirèrent plus facilement. La menace sur leur flanc sud était contenue. Plus important encore, les divisions qu'ils s'apprêtaient à envoyer vers le sud pouvaient désormais être utilisées ailleurs. Les unités blindées qui auraient défendu le Rhin pouvaient être repositionnées. Hitler préparait une contre-offensive massive depuis septembre. Une offensive à travers la forêt ardennaise pour diviser les armées alliées et capturer Anvers. L'opération nécessitait chaque char disponible, chaque division de réserve, chaque soldat pouvant être retiré des secteurs calmes. L'arrêt américain au sud rendit cette offensive possible. 16 décembre 1944. 3 semaines après la réunion de Vittel, 200 000 soldats allemands attaquèrent à travers les Ardennes. Ils frappèrent le secteur le plus faible de la ligne américaine avec une force écrasante. L'offensive obtint une surprise totale. Des unités américaines qui se reposaient dans ce qu'elles pensaient être un secteur calme se retrouvèrent face à des divisions blindées. Certaines de ces divisions blindées avaient été initialement positionnées pour défendre contre une traversée du Rhin au sud. Une traversée qui n'eut jamais lieu. Le plan allemand était audacieux. Et grâce à l'arrêt au sud, ils avaient désormais la force de l'exécuter. Il faillit fonctionner. La bataille des Ardennes devint un cauchemar mesuré en corps gelés. Les forces américaines combattirent désespérément pour ralentir l'avance allemande. La 101e aéroportée fut encerclée à Bastogne et refusa de se rendre. Des unités brisées se reformèrent et combattirent à nouveau. Des soldats individuels tinrent des carrefours contre des colonnes de chars. Les combats durèrent 6 semaines. À la fin, 19 000 Américains étaient morts. 47 000 autres étaient blessés. 23 000 étaient capturés ou disparus. Les listes de pertes étaient plus longues que pour toute autre bataille menée par les États-Unis pendant la guerre. Chaque trou individuel gelé, chaque télégramme envoyé à la maison était une facture payée pour une décision prise dans une chambre d'hôtel chaleureuse à Vittel. Mais la tragédie n'est pas seulement que la bataille ait eu lieu, c'est que la porte pour l'arrêter était grande ouverte. Le brigadier général Garrison Davidson était le chef du génie de la 7e armée. Il était là quand Devers atteignit le Rhin. Il vit les bunkers vides. Il savait ce que l'opportunité signifiait. Des années plus tard, Davidson écrivit son évaluation. Peut-être que le succès aurait éliminé toute possibilité de la bataille des Ardennes. Les 40 000 pertes là-bas auraient pu être évitées et la guerre raccourcie de plusieurs mois. Il ne spéculait pas. Il calculait. Si Devers traverse le Rhin fin novembre, les forces allemandes font face à une invasion de leur patrie. Hitler ne peut pas lancer son offensive des Ardennes car il a besoin de ses divisions pour défendre la patrie. La bataille des Ardennes n'a jamais lieu. 19 000 Américains ne meurent pas dans la neige. La guerre se termine des mois plus tôt. Au lieu de cela, le Rhin ne fut traversé qu'en mars 1945, 4 mois après que Devers se soit tenu prêt à le faire en novembre. La réunion du 24 novembre à Vittel n'apparaît pas dans les histoires officielles. Les mémoires d'Eisenhower, Crusade in Europe, ne mentionnent que les ordres donnés. Ils ne mentionnent pas la réunion. Ils ne mentionnent pas Devers plaidant pour une traversée. Ils ne mentionnent pas la dispute houleuse qui dura jusqu'au matin. Les mémoires de Bradley ne la mentionnent pas du tout. Le seul témoignage provient du journal personnel de Devers et des notes de ses aides de camp. Charles Whiting documenta cette omission dans son livre « Death on a Distant Frontier », suggérant que l'effacement était délibéré. Pourquoi omettre une réunion qui décida du cours de la guerre? Un commandant qui avait la chance de terminer la guerre plus tôt? Une décision qui privilégia la prudence à l'opportunité? Un calcul politique qui coûta des dizaines de milliers de vies? George Marshall n'oublia jamais ce que Jacob Devers avait accompli. Le 8 mars 1945, Marshall promut Devers au rang de général 4 étoiles. 4 jours plus tard, il promut Bradley au même rang. La séquence n'était pas accidentelle. Marshall promut Devers en premier. L'homme qu'Eisenhower voulait limoger. L'étranger qui n'appartenait pas à l'équipe. Le général qui avait libéré plus de France que quiconque. Et qui regarda ensuite sa traversée du Rhin annulée pour des raisons politiques. Marshall s'assura que l'histoire enregistre qui, selon lui, méritait reconnaissance. Devers continua à capturer Stuttgart, Nuremberg, Munich et Berchtesgaden.
Ses forces libérèrent Dachau. Elles saisirent le nid d'aigle d'Hitler. Mais il ne reçut jamais le crédit. Les histoires se concentrèrent sur la chevauchée de Patton et la prudence de Montgomery. Devers resta le général 4 étoiles oublié, l'homme qui faillit mettre fin à la guerre plus tôt et qui fut arrêté par son propre camp. La bataille des Ardennes n'était pas obligatoire. La porte de l'Allemagne était ouverte et le général qui aurait pu y entrer et peut-être sauver 19 000 de ses compatriotes reçut l'ordre de rester à l'écart.